Certains crimes sont si odieux qu'ils ébranlent le monde. Ces tueurs ont commis des actes horribles, mais leurs réactions au tribunal sont tout aussi choquantes. Le cas de Michael Peck est un exemple glaçant. Ses actions ont stupéfié tout le monde, mais sa réaction lors de la condamnation était encore plus troublante. La justice a parlé, mais l'ont-ils ressenti? Commençons. Juste un peu avant, elle a fait ce qu'elle a fait à mon fils. Je ne peux pas croire ça. Vraiment, je ne peux pas croire ça. Taniko Thompson, une ancienne policière d'Atlanta, a été reconnue coupable du meurtre de son petit ami. Elle n'a montré aucun remords, prétendant la légitime défense, mais les preuves contredisaient son récit. En mai 2014, Fort Lauderdale a été témoin d'un crime tragique qui a secoué la communauté. L'officier de police de Miami, Carl Patrick, connu pour son dévouement et sa compassion, a été retrouvé mort dans sa maison de Pembroke Pines. Sa petite amie vivant avec lui, Taniko Thompson, a prétendu la légitime défense, mais ses actions et ses incohérences ont peint un tableau différent. Carl Patrick était un officier de police de Miami dévoué qui a passé sa vie à servir les autres. En mai 2014, sa vie a été tragiquement écourtée lorsqu'il a été retrouvé mort dans sa maison de Pembroke Pines, portant encore son uniforme. La personne responsable était sa petite amie vivant avec lui, Taniko Thompson, qui a affirmé avoir tiré sur Carl en légitime défense parce qu'il avait été offensant. Cependant, les procureurs ont découvert des faits troublants qui ont jeté le doute sur son récit. Après la fusillade, Thompson a pris le téléphone de Carl, l'empêchant d'appeler à l'aide. Au lieu de chercher de l'aide, elle a inventé une grossesse. Et elle a même utilisé ses cartes de crédit après sa mort. Ces actions ont dépeint un tableau de tromperie plutôt que de désespoir. La mère de Carl, Lucille Patrick, était dévastée par la perte de son fils. Elle s'est opposée fermement à la revendication de Thompson de mauvais traitements, décrivant Carl comme un homme au grand cœur qui aimait profondément Taniko. « Mon fils était bon avec cette femme et l'aimait tellement. Il ne pouvait pas voir le mauvais en elle », a dit Lucille, sa douleur palpable. « Mon fils était bon avec cette femme et il l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas voir le mauvais en elle. » Le procès était rempli d'histoires contradictoires, laissant la salle d'audience divisée. La famille de Taniko Thompson a supplié pour la clémence, la décrivant comme une personne compatissante et affirmant qu'elle était victime de mauvais traitements. Ils ont supplié le tribunal de prendre en compte son passé difficile et ses luttes présumées. Cependant, les procureurs ont présenté un tableau très différent. Ils ont soutenu qu'il n'y avait aucune preuve des mauvais traitements que Thompson avait décrits. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur ses actions après la fusillade, qui semblaient calculées et sans cœur, laissant Carl Patrick mourir. Plus tard, elle a abusé de ses cartes de crédit et a simulé une grossesse, montrant un manque de remords et de responsabilité pour ses actions. Lorsqu'il fut temps de prononcer la sentence, Thompson s'adressa à la mère endeuillée de Carl. Luttant contre les larmes, elle dit « Je ne voulais pas qu'il meure. Je l'ai fait pour me défendre. » Mais ces mots n'ont apporté ni réconfort ni changement de l'issue. La famille a vu ses excuses comme trop peu, trop tard. Le tribunal a finalement pris parti pour les preuves, déclarant Thompson coupable. Pour les proches de Carl, ses actions parlaient plus fort que ses mots, les laissant avec un chagrin et un sentiment de trahison qu'il porterait à jamais. En août 2016, Taniko Thompson a été reconnue coupable de meurtre au 2e degré. Le 4 novembre 2016, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais elle n'a montré aucun remords. Le juge Jeffrey Kuhn a prononcé la sentence, apportant un sentiment de justice aux proches de Patrick. La salle d'audience était remplie d'émotions mitigées, de tristesse, de soulagement et de colère. La famille et les amis de Patrick se sont embrassés, trouvant un certain réconfort dans le verdict. Lucille Patrick a exprimé sa gratitude, disant qu'il ne pouvait pas tuer cette femme, mais elle l'a fait. Malgré la douleur, elle a trouvé du réconfort en sachant que le meurtrier de son fils serait tenu responsable. L'affaire sert de rappel sombre de la façon dont la tromperie et la tragédie peuvent s'entrelacer, laissant derrière elles des cœurs brisés et des questions sans réponse. Les actions de Taniko Thompson ont laissé une famille dévastée, incrédule. Mais le cas suivant montre l'histoire du meurtre d'une étoile montante. Pour stériliser Sierra Harp afin d'empêcher la naissance de tout autre enfant, nous demandons également la plus haute peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Raheem Grant, un rappeur d'Atlanta connu sous le nom de Red Busy, était une étoile montante. Il a commencé sa carrière musicale enfant et a même joué à Showtime at the Apollo alors qu'il n'avait que 7 ans. Dans la vingtaine, il était non seulement rappeur, mais aussi un producteur et ingénieur du son talentueux. Malgré son succès, la vie de Raheem a pris une tournure tragique le 29 décembre 2017, en raison d'une relation tumultueuse avec la mère de son enfant, Sierra Harp. En 2013, Sierra Harp a approché Raheem Grant pour un autographe et un emploi. Raheem, gentil et motivé, l'a embauché pour promouvoir ses spectacles. Leur relation professionnelle est rapidement devenue romantique. Et en 2014, ils ont accueilli une belle fille, Angel. Raheem était un père dévoué qui mettait toujours sa fille en premier, mais sa relation avec Sierra est devenue de plus en plus difficile. À la fin de 2017, Raheem se préparait pour une tournée musicale excitante, travaillant dur pour faire avancer sa carrière.
Pendant cette période, Ciara, qui n'avait nulle part où aller, a emménagé temporairement chez lui. Cependant, son comportement est devenu imprévisible. Elle avait souvent des accès de jalousie, menant à des disputes houleuses. Inquiète pour sa sécurité, la mère de Raïm, Géraldine, lui a conseillé d'enregistrer leurs interactions au cas où. Le 29 décembre 2017, une tragédie a frappé. Ciara est apparue chez un voisin avec des blessures par arme blanche, tenant Little Angel dans ses bras. Lorsque la police est arrivée chez Raïm, ils ont découvert qu'il avait été abattu à plusieurs reprises et poignardé. Ciara a affirmé qu'il s'agissait de légitime défense, mais les preuves suggéraient le contraire. Cet événement déchirant a mis fin à la vie de Raïm, laissant ses proches pleurer un artiste talentueux et un père attentionné. Au début, les enquêteurs ont cru que Raïm avait attaqué Ciara Harp, la forçant à se défendre. Cependant, la mère de Raïm, Géraldine, a fermement nié cela, expliquant que son fils n'a jamais été une personne violente. Alors que les soupçons s'approfondissaient, les résultats de l'autopsie ont révélé des détails choquants. Raïm avait été abattu 7 fois, y compris à l'arrière de la tête. Ses blessures ont clairement montré qu'il était sans défense lors de l'attaque. L'affaire a pris un tournant majeur lorsque les enquêteurs ont accédé au téléphone de Raïm. Ce qu'ils ont trouvé était glaçant. Dans une vidéo, Raïm a documenté ses blessures, déclarant douloureusement « C'est ce que Ciara Harp m'a fait ». D'autres vidéos, filmées par Ciara elle-même, la montraient en train de crier furieusement sur lui et d'essayer de mettre en scène une scène pour faire croire à de la légitime défense. L'un des moments les plus déchirants a été lorsque Raïm, luttant pour survivre, a été de nouveau abattu. Les preuves du téléphone de Raïm ont révélé la vérité et a rendu justice à un père au grand cœur, dont la vie a été tragiquement écourtée. Cela a également révélé son courage à faire en sorte que son histoire soit entendue. Le 22 février 2018, Ciara Harp a été arrêtée et accusée du meurtre de Raïm. Lors de son procès, les vidéos n'ont laissé aucun doute sur ses actions, qui ne montraient aucun remords pour son acte. En mai 2019, Ciara a été reconnue coupable de malveillance, de meurtre et d'agression aggravée. Elle a été condamnée à 125 ans de prison. La mère de Raïm, Géraldine, élève maintenant Angel, veillant à ce qu'elle grandisse entourée d'amour et loin de la douleur causée par les actions de sa mère. Cette affaire déchirante nous rappelle l'importance de reconnaître les relations toxiques et dangereuses. Raïm était un artiste talentueux, un père dévoué, et quelqu'un qui méritait un avenir sans danger. Son héritage perdure dans sa musique et l'amour que sa mère offre à Angel. Les actions horrifiantes de Harp nous rappellent les dangers qui se cachent dans les relations toxiques. Mais le cas suivant montre une affaire très médiatisée, où l'amour et la trahison se heurtent à la légitime défense. J'ai attendu si longtemps pour pouvoir lui parler en face à face et j'ai enfin obtenu cela pour moi-même. Donc j'espère que la prison lui sera bénéfique. Le 27 septembre 2020, Ashley Benefield, âgée de 33 ans, a tiré et tué son mari séparé, Doug Benefield, âgé de 58 ans, à son domicile en Floride. Leur mariage tumultueux, rempli d'allégations de mauvais traitements et de batailles juridiques, est devenu le centre d'un procès que les médias ont surnommé le procès du cygne noir. Ashley, une ancienne ballerine, a affirmé avoir agi en légitime défense, mais beaucoup ont remis en question ses véritables intentions. Ashley s'est présentée devant le tribunal et a décrit un mariage marqué par la peur et le contrôle. Elle a témoigné que Doug avait été blessant tout au long de leur relation, essayant souvent de dominer sa vie. La nuit de l'incident tragique, a-t-elle dit, une dispute a dangereusement dégénéré. Selon Ashley, Doug l'a empêchée de quitter sa maison, s'est avancé vers elle avec colère et l'a frappée au visage. Se sentant terrifiée et piégée, elle a saisi une arme et a tiré, affirmant qu'il s'agissait de légitime défense. Ashley a également partagé qu'elle avait essayé de se protéger, elle et leur enfant, par le passé. Elle a déposé des injonctions contre Doug en 2018 et 2020, l'accusant de mauvais traitements et cherchant à l'éloigner de leur enfant. Cependant, aucune accusation criminelle n'a jamais été portée contre Doug, et l'une des injonctions était encore non résolue lorsque l'incident s'est produit. L'accusation, dirigée par Susan O'Donnell, a contesté les affirmations d'Ashley. O'Donnell a souligné les preuves matérielles, notant que la blessure par balle de Doug provenait du côté, suggérant qu'il ne faisait pas face à Ashley lorsqu'il a été abattu. Le procureur a accusé Ashley d'avoir mis en scène l'événement, pour obtenir la garde exclusive de leur enfant et a affirmé que son chagrin pendant le procès était une mise en scène pour tromper le tribunal. Le procès d'Ashley Benefield était rempli de rebondissements et de moments intenses qui ont capté l'attention de tous. Au cours des procédures, l'équipe de défense d'Ashley a soulevé des préoccupations concernant des problèmes potentiels avec le jury. Ils ont affirmé qu'un juré aurait pu dissimuler des informations montrant un parti pris, tandis qu'un autre était accusé de partager des détails sur le procès en utilisant un téléphone portable. Ces allégations ont créé une agitation, mais le juge les a examinées attentivement et a décidé de rejeter les 2 réclamations, permettant ainsi au procès de se poursuivre. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, la revendication d'Ashley de légitime défense a été fortement scrutée. Elle a témoigné qu'elle craignait pour sa vie lorsque son mari, Doug Benefield, l'aurait attaquée, mais les preuves ne soutenaient pas entièrement son récit. Les procureurs ont soutenu que les preuves matérielles, y compris la direction de la blessure par balle, ne correspondaient pas à sa version des faits.
Cela a soulevé de sérieux doutes quant à savoir si elle agissait vraiment en légitime défense ou si ses actions étaient de prémédité. À la fin, le jury a rendu sa décision. Ils n'ont pas cru qu'Ashley était complètement innocente, mais ils ne l'ont pas non plus déclarée coupable de meurtre au second degré. À la place, elle avait été reconnue coupable d'homicide involontaire, une accusation moins grave mais néanmoins sérieuse. C'était un moment crucial qui a façonné son avenir et apporté une certaine clôture à la famille en deuil de Doug. Le 3 décembre 2024, Ashley Benefield a été condamnée à 20 ans de prison, suivi de 10 ans de probation. Lors de l'énoncé de la sentence, Ashley n'a apparemment montré aucune émotion. La famille de Doug Benefield, cependant, a estimé que justice avait été rendue. Je vais vous condamner à 20 ans de prison dans l'État de Floride. Cela sera suivi de 10 ans de probation. La fille de Doug, Eva Benefield, a fait une déclaration émouvante lors de l'audience. « Mon père était le meilleur homme que j'ai jamais connu dans toute ma famille », a-t-elle dit. « J'espère que la prison lui sera bénéfique. » La famille a exprimé son soulagement qu'Ashley ait été tenue responsable, bien qu'ils aient également pleuré la perte de Doug, un père et un ami dont la vie s'est terminée tragiquement. Mon père était le meilleur homme que j'ai jamais connu dans toute ma vie et il continuera à occuper cette place dans mon esprit et dans celui de notre famille pour toujours. L'affaire d'Ashley Benefield impliquait un mélange complexe de revendications et de contre-revendications. Elle met en lumière l'impact dévastateur du conflit domestique lorsque la violence devient la solution. Le procès d'Ashley Benefield a captivé la nation. Le prochain cas est encore plus déchirant, où une perte tragique change des vies à jamais. Le 8 septembre 2021, le paisible Golfe, la communauté de Bree a été secouée par un incident dévastateur. États-Unis, un officier en chef de la marine américaine rapporte une dispute animée avec son mari, Colin Turner, au sujet de leurs 3 enfants. À la fin de cette journée, Colin Turner, un père aimant et vétéran des Marines, serait mort, et Coon ferait face à des accusations de meurtre prémédité au premier degré. La relation entre Bree et Colin était devenue de plus en plus tendue au fil des ans, et le 8 septembre 2021 marquerait un tournant tragique. Ce jour-là, le bureau du shérif du comté de Santa Ronald a reçu plusieurs appels. Les 2 premiers appels, l'un de Bree et l'autre de Colin, décrivaient des disputes animées, mais ne révélaient aucun signe clair de violence physique. Les adjoints sont arrivés et repartis à chaque fois, ne voyant aucune raison d'intervenir davantage. Plus tard dans la soirée, à 18h22, un 3e et dernier appel a été reçu. Colin, semblant angoissé, a dit aux opérateurs qu'il avait été enfermé dans le garage par Bree. Il a décrit comment elle avait essayé de lui faire du mal lorsqu'il a tenté de rentrer dans la maison. Puis, pendant l'appel, un grand bruit a résonné en arrière-plan. « Elle vient de me tirer dessus !» a crié Colin pendant l'appel, selon la police. La voix de Colin est remplie de douleur et de peur lorsqu'il est au téléphone. Ce qui a suivi était encore plus horrifiant. 3 autres coups de feu ont retenti, puis il n'y a eu que le silence. Lorsque les adjoints sont revenus sur les lieux, il était trop tard. Colin Turner, un vétéran de la marine et père, avait perdu la vie dans un moment tragique et irréversible. Les événements de ce jour-là ont laissé une communauté sous le choc et une famille à jamais changée. Bree a été arrêté et accusé de meurtre, menant à un procès qui a révélé 2 versions très différentes de la vérité. Son équipe de défense l'a décrite comme une femme piégée dans un mariage offensif. Ils ont affirmé que Colin, un vétéran de la marine avec une lésion cérébrale traumatique, avait été émotionnellement et physiquement nuisible envers elle. Ils ont soutenu que des années de souffrance avaient poussé Bree à craindre pour sa vie et la sécurité de ses enfants. Ses avocats ont cité le syndrome de la femme battue, expliquant que Bree avait agi par désespoir. Cependant, les procureurs ont dressé un tableau très différent. Ils ont affirmé que les actions de Bree n'étaient pas motivées par la peur, mais préméditées et délibérées. Ils ont présenté des preuves convaincantes où les derniers moments de Calden pouvaient être entendus. Le témoignage du frère de Bree, Eric, a encore soulevé des questions sur sa défense, jetant le doute sur sa version des faits. Pendant 4 jours, le jury a écouté attentivement, alors que les 2 parties présentèrent leurs arguments. Malgré les interruptions causées par l'ouragan Hélène, le jury est revenu avec une décision claire. Bree Kuhn a été reconnu coupable de meurtre prémédité au premier degré. Le verdict a marqué la fin d'un procès déchirant qui a laissé une famille en deuil, et une communauté aux prises avec la tragédie. Le juge de circuit James Duncan a condamné Bree à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pourtant, elle n'avait aucun remords pour son acte. Elle n'a pas pensé à ses 3 enfants, témoins des événements tragiques, qui ont été placés en garde protectrice. Cette histoire sert de rappel douloureux des conséquences dévastatrices des conflits non résolus et de la mauvaise gestion des tâches ménagères. Bien que Bree ait affirmé avoir agi par peur et désespoir, les preuves ont dressé le tableau d'un choix tragique qui a coûté la vie à Colin et brisé 2 familles. Notre prochain cas est tout droit sorti d'un cauchemar. Les documents d'arrestation indiquent que sa collègue de 17 ans, Riley Whitelaw, a rejeté des avances non désirées de sa part au travail. Elle a été retrouvée morte une nuit dans la salle de repos. Une journée typique au Walgreens de Colorado Springs s'est transformée en cauchemar en juin 2022, brisant la routine tranquille du magasin.
Riley Whitelaw, une employée brillante et travailleuse de 17 ans, n'aurait jamais imaginé que son travail la mettrait en danger de mort. Son collègue, Joshua Johnson, avait développé une fixation sur elle. Une obsession dangereuse qui a dégénéré en un acte de violence horrifiant. D'autres témoins ont également été appelés. L'un d'eux, le directeur adjoint de ce Walgreens. 2 autres étaient des amis de Riley. Tous les 3 ont dit avoir entendu des histoires sur le comportement étrange de Johnson envers Riley. Le comportement troublant de Joshua a commencé bien avant le jour fatal. Il ne cachait pas son engouement pour Riley, malgré ses refus répétés. Riley a même signalé ses actions à ses responsables, mentionnant que ses avances la mettaient profondément mal à l'aise. La direction, cependant, n'a pas agi de manière décisive. La tension a atteint son point de rupture lorsque Riley a demandé des heures supplémentaires, sans savoir que cela la rapprocherait de Johnson. Le 11 juin 2022, le magasin est devenu le théâtre d'un crime indescriptible. Alors que Riley travaillait dans la salle de repos des employés cet après-midi-là, Joshua Johnson l'a confronté. Armé d'une détermination mortelle, alimentée par le rejet, il l'a attaqué dans un acte de brutalité vicieux. Les images de surveillance ont révélé que Johnson rôdait près de la zone avant le crime, ses intentions devenant claires rétrospectivement. Lorsque Riley n'est pas revenu à ses tâches, ses collègues ont commencé à s'inquiéter. En entrant dans la salle de repos, ils ont découvert une scène d'horreur. Le corps sans vie de Riley, entouré de signes de lutte violente. Johnson, quant à lui, a fui le magasin, laissant derrière lui des preuves accablantes, y compris son propre ADN. Les autorités ont rapidement lancé une chasse à l'homme, finissant par appréhender Johnson à des kilomètres de là. En détention, son absence glaçante de remords n'a fait qu'approfondir la tragédie de la perte de Riley. Il se prépare à passer le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. En octobre 2023, Joshua Johnson a fait face à un tribunal rempli de la famille et des amis endeuillés de Riley. Il n'a montré aucune émotion, alors que le jury l'a déclaré coupable de meurtre au premier degré, le condamnant à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était chargée d'émotions, alors que la famille de Riley s'adressait directement à Johnson, exprimant leur chagrin et leur colère. La mère de Riley a parlé avec une douleur brute, qualifiant Johnson de monstre et espérant qu'il souffrirait chaque jour en prison. La dévastation s'est étendue au-delà de la famille, la communauté pleurant la perte d'une jeune vie emportée bien trop tôt. Le meurtre de Riley a servi de rappel sinistre des dangers de l'obsession incontrôlée et des conséquences dévastatrices de ne pas agir face aux signes avant-coureurs. Tout ce que Riley a entrepris, elle l'a toujours fait à fond. Riley était une personne gentille, aimante et empathique. Ensuite, le cas de Messel Matthew, un homme dont l'apparence de confiance cachait un prédateur sinistre. L'homme, de 32 ans, a déjà été accusé de l'enlèvement de Hannah Grant, l'étudiante de 2e année de l'UVA qui a disparu le 13 septembre. La police dit qu'elle a été vue pour la dernière fois avec Matthew. Dans la pittoresque ville universitaire de Charlottesville, en Virginie, Messel Matthew se cachait derrière une façade charmante. Pour le public, il semblait être un homme ordinaire. Mais sous la surface se cachait un tueur prédateur, dont les crimes ont laissé des familles dévastées et des communautés horrifiées. Son nom est devenu tristement célèbre après la disparition de 2 jeunes femmes, Hannah Grant et Morgan Washington, disparues dans des circonstances étrangement similaires. Vidéo de surveillance de la police du centre-ville de Charlottesville. On voit Hannah marcher près d'un pub, d'une station-service et d'une bijouterie, courant parfois. Tout a commencé avec la disparition de Hannah Grant, âgée de 18 ans, en septembre 2014. L'étudiante de l'Université de Virginie a été vue pour la dernière fois sur des images de surveillance, marchant seule tard dans la nuit. Des témoins l'ont décrite en train de parler à un homme correspondant à la description de Matthew. Quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée abandonnée, mais Hannah restait introuvable. Ce n'était pas la première fois que Matthew était soupçonné. En 2009, Morgan Washington, une étudiante de Virginia Tech, a disparu après avoir assisté à un concert de Metallica. Son corps a été découvert des mois plus tard dans une ferme isolée. Malgré des preuves ADN liant Matthew au meurtre de Morgan, ce n'est qu'avec l'affaire de Hannah que la police a pu l'inculper. Les autorités du soir révèlent maintenant que des preuves médico-légales pourraient lier cette affaire à un autre mystère. En 2009, Washington visitait l'Université de Virginie pour un concert de Metallica. Lorsqu'elle a disparu, alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, un schéma glaçant a émergé. Messel Matthew était un prédateur calculateur qui utilisait son charme pour attirer ses victimes avant de commettre des actes indicibles. Les 2 affaires ont suscité l'indignation et la peur, beaucoup se demandant comment un individu aussi dangereux avait pu échapper à la justice pendant si longtemps. Sa disparition a déclenché une recherche massive et Matthew a été capturé plus tard près de Galveston, au Texas. Les restes de Grant ont été trouvés dans une zone rurale du comté d'Albemarle, en octobre de l'année dernière. La chasse à Matthew est devenue une affaire nationale. La police l'a finalement localisé sur une plage au Texas, où il a été arrêté en septembre 2014.
Son procès a révélé des détails choquants de sa brutalité. Il avait kidnappé et assassiné à la fois Hannah et Morgan, laissant une traînée de preuves qui ont finalement scellé son sort. Dans un accord de plaidoyer dramatique pour éviter la peine de mort, Matthew a avoué les 2 meurtres, recevant 4 peines de réclusion à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que l'accord de plaidoyer ait apporté une certaine clôture, il a laissé beaucoup de gens penser que Matthew s'en était tiré trop facilement. La salle d'audience est tendue alors que les familles de Hannah et Morgan ont livré des déclarations d'impact émotionnel. Ils ont décrit la douleur incommensurable de perdre leur fille à cause d'une violence aussi insensée. La mère de Morgan Washington nous a dit qu'elle serait là tous les jours, où il serait au tribunal, parce qu'elle voulait le regarder. Vous savez, il ne pourra plus jamais blesser qui que ce soit. Matthew restait impassible, son comportement froid contrastant fortement avec l'angoisse émanant des proches de la victime. Les preuves médico-légales présentées lors du procès le dépeignaient comme un tueur sans remords, dont les actions avaient dévasté non seulement les familles, mais aussi des communautés entières. Sa méchanceté a privé le monde d'un grand talent, mais le don durable de Hannah pour nous tous est qu'elle a permis l'arrestation et la condamnation de cet homme malfaisant. Elle a changé le monde, mais à un prix terrible. Le père de Hannah, Johnson Grant, s'est adressé à la cour avec des mots qui ont profondément résonné. « Vous avez pris notre fille, notre lumière, notre joie. Vous ne l'avez pas seulement assassinée, vous avez assassiné une partie de nous tous. » La douleur brute de la famille et la sentence sévère du juge ont été accueillies à la fois avec soulagement et tristesse. La finalité et la responsabilité qui ont été atteintes aujourd'hui permettront à notre famille de rediriger son énergie vers la guérison et le rétablissement. Le manque de remords de Matthew a laissé une impression durable, le transformant en symbole des horreurs de la violence prédatrice. Ces crimes servent de rappel, obsédant que le mal peut souvent se cacher à la vue de tous. Ensuite, nous découvrons le cas troublant de Daniel Messel, dont le comportement prédateur a transformé la vie nocturne animée d'une ville universitaire en terrain de chasse. Daniel Messel a une longue histoire de violence et de problèmes d'alcool, remontant à près de 30 ans, y compris ce cas de 1987. Tout a commencé par ce qui aurait dû être une nuit joyeuse pour Hannah Wilson, 22 ans, une étudiante de dernière année à l'université de l'Indiana. C'était le printemps 2015, et Hannah venait de célébrer la fin des cours avec des amis. Mais cette joie s'est transformée en horreur indicible lorsqu'elle a disparu après avoir quitté un bar. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé dans un champ désolé du comté de Brown, dans l'Indiana. Le meurtrier, un homme dont les tendances de harcèlement avaient dégénéré en quelque chose de bien plus sinistre. Daniel Messel. Messel, un homme de 49 ans avec un passé violent, n'était pas un inconnu pour les forces de l'ordre. Les enquêteurs ont rapidement découvert un lien glaçant entre lui et Hannah. Sur la scène du crime, le téléphone de Messel a été trouvé près de son corps, le liant directement au meurtre. Mais ce n'était pas un crime isolé. Les autorités ont découvert un schéma troublant. Messel avait l'habitude de s'en prendre à des femmes vulnérables, rôdant dans l'ombre et attendant le moment parfait pour frapper. Pour Hannah, ce moment est venu alors qu'elle essayait de rentrer chez elle, croisant sans le savoir le chemin d'un prédateur. Messel l'a attaqué avec un objet contondant, causant un traumatisme sévère qui a mis fin à sa vie. La brutalité de l'acte a choqué même les détectives chevronnés, mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu clair que ce n'était pas son premier crime violent. Condamné pour le meurtre de l'étudiante de l'IU Hannah Wilson, il a commencé à purger une peine de 80 ans de prison. Pendant le procès, le comportement antérieur de Messel a été mis en lumière. Les témoins ont révélé un homme qui avait un penchant pour traquer et harceler les femmes, avec une survivante racontant une évasion éprouvante des années plus tôt. Les procureurs ont dressé le portrait vivant d'un homme qui prospérait grâce au pouvoir et au contrôle, ciblant de jeunes femmes comme Hannah dans le cadre de sa routine tordue. La salle d'audience était tendue alors que des preuves graphiques étaient représentées. Les photos de la scène du crime, associées aux témoignages sur les derniers moments de Hannah, ont visiblement secoué les jurés. Messel est resté stoïque, son absence de remords enrageant encore plus ce présent. En 2016, Daniel Messel a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à 80 ans de prison, garantissant qu'il ne ferait plus jamais de mal à une autre personne. Pour la famille de Hannah, la condamnation était un moment doux amer. La justice avait été rendue, mais cela ne pouvait pas ramener la jeune femme brillante et ambitieuse qu'ils avaient perdue. Lui adresser la parole était la chose la plus difficile. Que toute mère ne devrait jamais avoir à faire. D'autres enquêtes ont lié Messel à d'autres crimes non résolus, les autorités le soupçonnant dans la disparition de Lauren Spirer, une autre étudiante de l'université de l'Indiana, qui a disparu en 2011. Bien qu'il n'ait jamais été formellement inculpé dans cette affaire, le comportement prédateur de Messel a soulevé des questions sur le nombre de victimes qu'il aurait pu faire. La salle d'audience lors de la condamnation de Messel était remplie d'émotions à vif. La mère de Hannah s'est adressée directement à l'homme qui a pris la vie de sa fille, ses mots résonnant dans le silence pesant.
Tu n'as pas seulement pris Hannah, tu as pris une partie de nous tous. » Mais celle, cependant, n'a montré aucune émotion, gardant le même comportement détaché qu'il avait affiché tout au long du procès. Son refus de reconnaître la douleur qu'il a causée n'a fait qu'approfondir l'indignation de la communauté. Maintenant, prenons un vol vers Londres, où Delroy Easton Grant s'en prenait aux plus vulnérables de la ville, laissant derrière lui une traînée de peur et de dévastation qui s'étendait sur des décennies. Chez lui, à proximité, les enquêteurs médico-légaux cherchaient encore des preuves contre lui. Ces crimes présumés remontent à 17 ans. Pendant près de 2 décennies, Delroy Easton Grant, tristement célèbre sous le nom de Night Stalker, rôdait dans les banlieues tranquilles du sud de Londres. Ses cibles n'étaient pas ce que la plupart des gens auraient pu imaginer. Des personnes âgées, vulnérables, qui vivaient seules. La manière calculée dont il terrorisait ses victimes transformait les quartiers en lieux de peur, laissant des communautés entières sur le qui-vive. Le règne de terreur de Grant a commencé au début des années 1990. Sous le couvert de l'obscurité, il s'introduisait dans les maisons de ses victimes âgées, allant de la 60aine à la 90aine. Ce qui rendait ces crimes particulièrement glaçants était le plaisir pervers qu'il tirait à prolonger leurs tourments. Sa méthode était aussi stratégique qu'horrifiante. Après avoir désactivé les lignes téléphoniques et coupé l'électricité, il se glissait dans les chambres, où il attaquait ses victimes et saccageait leurs maisons. Les cicatrices psychologiques qu'il laissait étaient dévastatrices, avec de nombreuses victimes trop terrifiées pour rester chez elles après les attaques. Malgré de nombreux rapports et enquêtes, la police avait du mal à l'attraper. La nature méticuleuse de ses crimes et une série d'erreurs d'enquête lui ont permis d'échapper à la capture pendant des années. Sa double vie en tant que père et mari apparemment dévoué n'a fait qu'approfondir le sentiment de trahison lorsque sa véritable identité a été révélée. Le tournant est survenu en 2009, lorsque les avancées de la technologie médico-légale ont lié Grant à des preuves ADN trouvées sur plusieurs scènes de crime. La police a mené une opération sous couverture, menant à son arrestation alors qu'il rôdait dans les rues, à la recherche de sa prochaine victime. La police métropolitaine a dû s'excuser d'avoir manqué une occasion de l'attraper en 1999, lorsque sa voiture a été repérée sur les lieux d'un cambriolage. Lors de son procès en 2011, les procureurs ont détaillé les plus de 100 agressions qu'il a commises, le qualifiant de l'un des délinquants sexuels les plus prolifiques de l'histoire britannique. La salle d'audience a entendu des récits déchirants de survivants, dressant un tableau glaçant d'un homme qui se nourrissait de peur et de pouvoir. Grant a maintenu son innocence tout au long du procès, mais les preuves étaient irréfutables. Il a été reconnu coupable de 29 chefs d'accusation, y compris agression et cambriolage, bien que les enquêteurs croient que le nombre réel de ces crimes était bien plus élevé. Le juge lui a infligé 4 peines de réclusion à perpétuité, garantissant qu'il ne ferait plus jamais de mal à une autre victime. Le manque total de remords de Grant lors de la condamnation était un rappel glaçant de sa nature froide et calculatrice. Son expression est restée vide, même lorsque des actions horrifiantes ont été racontées en détail. Maintenant, concentrons-nous sur Washington, D.C., où se trouve Johnson Hinckley Jr. Une obsession tordue s'est transformée en une tentative d'assassinat qui a ébranlé la nation jusqu'à son cœur. En 1981, une balle a frôlé de peu le cœur d'un président en exercice. C'était l'homme qui a appuyé sur la gâchette. Voici comment l'histoire se souvient de Johnson Hinckley Jr., l'homme obsessionnel qui a failli tuer Ronald Reagan. Le 30 mars 1981, la tranquillité de Washington, D.C. a été brisée par une tentative d'assassinat qui a failli coûter la vie au président Ronald Reagan. Johnson Hinckley Jr. n'a pas agi par motivation politique, mais à cause d'une obsession glaçante pour l'actrice Jodie Foster. Son crime ne se résumait pas à un simple acte de violence. C'était l'aboutissement de plusieurs années de délire et de fixation, transformant une innocente starlette hollywoodienne en l'objet involontaire d'un plan mortel. Hier, il est apparu que Hinckley avait écrit de nombreuses lettres à l'actrice de 19 ans qui a joué dans le film Panico Driver. La spirale descendante de Hinckley a commencé bien avant ce jour fatidique. En tant que jeune homme, il luttait avec de profonds sentiments d'inadéquation et d'isolement, se retirant de sa famille et de ses pairs. Lors d'une projection de Panico Driver, il a été captivé par Jodie Foster, qui jouait une jeune femme prise dans un cycle de violence. Ce qui a commencé comme de l'admiration s'est rapidement transformé en obsession alors qu'il suivait sa carrière et sa vie avec une détermination fanatique. Qui est-ce? Peut-être une blague? Qui est-ce? Lorsque Foster s'est inscrite à l'université de Yale en 1980, Hinckley a déménagé à New Haven, Connecticut, pour la traquer. Il lui a envoyé des lettres inquiétantes, enregistré des messages audio décousus et a même tenté de l'appeler directement. Mais ses efforts pour attirer son attention ont échoué, le poussant à concevoir un plan choquant pour qu'elle le remarque. Le plan de Hinckley consistait à assassiner la figure la plus puissante du monde, le président des États-Unis.
Dans son esprit tordu, tuer le président Reagan lui vaudrait la reconnaissance qu'il désirait de Foster. Le 30 mars 1981, armé d'un revolver calibre .22, Hinckley se fond dans la foule devant l'hôtel Washington Wilson, où Reagan prononçait un discours. Alors que le président sortait du bâtiment, Hinckley a ouvert le feu, touchant 4 personnes, y compris Reagan. Le premier tir touche Jim Brady, le secrétaire de presse, à la tête. Il tombe au sol. Reagan a été grièvement blessé par une balle qui a ricoché sur la limousine et s'est logée près de son cœur. Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, James Brady, l'agent des services secrets, Timothy McCarthy, et un policier ont également été gravement blessés. La scène était chaotique alors que les agents se précipitaient pour maîtriser Hinckley tout en assurant la sécurité de Reagan. Hinckley a été immédiatement arrêté et la nation a retenu son souffle alors que Reagan luttait pour sa vie à l'hôpital. Remarquablement, le président a survécu, mais l'incident a laissé des cicatrices permanentes, tant physiques qu'émotionnelles, pour tous les impliqués. Le jury avait déclaré Hinckley, alors âgé de 25 ans, non coupable pour cause de folie, mais avait ordonné son internement à vie dans un hôpital psychiatrique. Au tribunal, la défense de Hinckley s'est concentrée sur son instabilité mentale. Les psychiatres ont témoigné qu'il souffrait de dépression sévère et de psychose, ce qui a conduit à son obsession pour Foster et à sa croyance que la violence gagnerait son affection. Dans un verdict controversé, Hinckley a été déclaré non coupable pour cause de folie et interné dans une institution psychiatrique plutôt qu'en prison. Hinckley a passé plus de 3 décennies à St. Elizabeth's Hospital, où il a suivi un traitement. Malgré sa libération éventuelle sous des conditions strictes en 2016, beaucoup se sont demandé si la justice avait été rendue, surtout compte tenu du traumatisme infligé aux victimes et à la nation. La réaction dans la salle d'audience au verdict de Hinckley était un mélange d'indignation et d'incrédulité. Les survivants, comme Jamir Brady, qui est resté handicapé à vie, sont devenus de puissants défenseurs du contrôle des armes à feu, poussés par la tragédie. La résilience remarquable de Reagan dans sa récupération et la reprise de ses fonctions est devenue un symbole de force pour le peuple américain. Jodie Foster, le catalyseur involontaire du crime de Hinckley, a été profondément ébranlée. L'actrice parle rarement de cette épreuve, mais il est clair que le harcèlement a eu un impact durable sur sa vie. Pour des millions de personnes, l'obsession de Hinckley pour Foster était un rappel glaçant de la façon dont l'illusion et la fixation peuvent dégénérer en tragédie nationale. Ensuite, nous nous tournons vers le cas de Jamir Miller, où un moment de colère a conduit à une tragédie irréversible, laissant des vies brisées et des questions sans réponse. Une grande histoire ce soir à 5 heures, des nouvelles de dernière minute à Détroit. La police de Détroit déclare qu'un homme est en garde à vue à 7 heures en lien avec l'enlèvement et le meurtre de l'infirmière du Detroit Medical Center, Patrice Wilson, qui a été tuée samedi. Regardez cette personne qui traîne à l'extérieur, chapeau sur la tête, masque sur le visage et une longue perruque blonde. Les procureurs et la police disent qu'il s'agit de Jamir Miller, âgé de 36 ans. Par un matin calme de mai à Détroit, Michigan, l'infirmière Patrice Wilson a terminé son service de nuit dans un hôpital local. À son insu, Jamir Miller se cachait dans l'ombre. Son ex-petit ami devenu harceleur. Alors qu'elle montait dans sa voiture, Miller l'a attaquée, s'introduisant de force dans le véhicule sous la menace d'une arme. Cet enlèvement se terminerait par un crime glaçant qui a ébranlé la ville jusqu'à son cœur. Et c'était un homme qui, apparemment, ne voulait pas la laisser tranquille, ne répondait pas à ses souhaits de la laisser tranquille. L'obsession de Miller pour Patrice a commencé après la fin de leur relation. Incapable d'accepter qu'elle passe à autre chose, il a entamé une campagne de harcèlement qui a dangereusement escaladé au fil du temps. Les autorités ont révélé plus tard que Miller avait un passé de violence, y compris des liens avec la disparition en 2011 d'une autre petite amie. Malgré son comportement alarmant, personne n'aurait pu prédire les événements horrifiants qui se sont déroulés. Dehors, son plan présumé, d'enlever son ex-petite amie, l'infirmière Patrice Wilson. Miller sait où Wilson travaille. Il sait quand elle termine son travail. Ce matin fatidique, Miller a enlevé Patrice du parking de l'hôpital. Les images de surveillance ont capturé le moment terrifiant, montrant sa lutte désespérée pour se libérer. Tragiquement, son corps a été découvert le lendemain dans le coffre de sa voiture. Abandonnée, dans un quartier à des kilomètres de là. Elle avait été abattue d'une balle dans la tête, une exécution froide et calculée. Son agresseur s'enfuyant à toute vitesse, conduisant son SUV, Lincoln. Wilson a ensuite été retrouvée, entassée dans le coffre de ce SUV. Elle avait été tuée par balle. L'affaire s'est rapidement dénouée, alors que les détectives retracèrent les mouvements de Miller. En utilisant des images de surveillance, des témoignages et des preuves numériques, les enquêteurs ont monté un dossier accablant. Miller a tenté d'échapper à la justice, mais a été arrêté quelques jours plus tard. Son casier judiciaire, qui comprenait de multiples infractions, dressait le portrait d'un homme avec une rage incontrôlée et un passé dangereux. Elle essayait simplement de vivre sa vie, de travailler dur et de rompre une relation qu'elle savait ne pas être bonne pour elle. Lors de son procès,
Les procureurs ont mis en avant le schéma de Miller visant les femmes qui le rejetaient. Les témoignages de membres de la famille, d'amis et même d'inconnus ont illustré la peur et la dévastation qu'il laissait dans son sillage. Son absence glaçante de remords était pleinement visible alors que les preuves s'accumulaient contre lui. Miller a plaidé coupable de meurtre au premier degré et d'enlèvement, face à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La salle d'audience était tendue alors que la famille de Patrice l'affrontait, leur voix tremblant de chagrin et de colère. Malgré leurs supplications émues, Miller est resté froid, son expression dépourvue de remords. Sa condamnation a marqué la fin d'un chapitre sombre pour Détroit, mais a laissé des questions sans réponse sur la capacité du système judiciaire à prévenir de telles tragédies. Livingston dit qu'elle ne peut supporter l'idée de perdre un autre enfant. En 2003, j'ai perdu un fils. Il faisait du vélo et il avait 15 ans dans la voiture. Les membres de la communauté ont organisé des veillées, pleurant la perte d'une femme dynamique dont la vie a été écourtée par une violence insensée. Dans la salle d'audience, la mère de Patrice a prononcé une déclaration puissante, racontant le moment dévastateur où elle a appris la mort de sa fille. Je ne te dis pas, je ne te dis vraiment pas, quel genre de personne es-tu? D'où viens-tu? Qui peut même te soutenir? Son absence de réaction n'a fait qu'approfondir l'indignation de ceux présents. Pour la famille de Patrice, il n'y avait pas de clôture. Seulement la connaissance douce amère que son meurtrier passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Le manque de remords de Jamir Miller a mis en évidence les conséquences terrifiantes d'une obsession devenue mortelle. Mais le cas suivant se concentre sur Harvey Nichols, un homme dont la fixation a dégénéré en un crime brutal, laissant une communauté ébranlée. J'ai entendu des coups de feu et je me suis jetée à couvert. C'était horrible. Tout s'est passé si vite et la prochaine chose que je vois, c'est l'arme. Le 13 septembre 2005, le magasin Harvey Nichols, connu pour son glamour, est devenu le théâtre d'un crime effroyable. Au milieu des clients affairés, Michael Petch, un ancien agent de sécurité, s'est approché de Claire Bernal, une consultante en beauté de 22 ans, avec une intention glaçante. En quelques secondes, le magasin s'est transformé d'un havre de luxe en une scène de chaos, alors que Michael mettait en œuvre son plan dévastateur. Monsieur. Papy, le grand magasin Nichols à Londres ce soir. La police a déclaré qu'un homme et une femme ont été déclarés morts dans le magasin. Michael Petch était devenu obsédé par Claire après une brève relation. Quand Claire a mis fin à leur relation, son comportement a dégénéré. Il a commencé à la harceler sans relâche, envoyant des messages menaçants et suivant chacun de ses mouvements. Claire, terrifiée, l'a signalé aux autorités. Michael a été arrêté et accusé de harcèlement. Mais malgré sa libération sous caution avec des conditions strictes, il a continué à suivre Claire. Le jour du meurtre, Michael a échappé à la sécurité de Harvey Nichols. Armé d'un pistolet de 9 mm, qu'il avait introduit clandestinement au Royaume-Uni depuis la Slovaquie, il a suivi Claire dans le hall de beauté. Des témoins ont ensuite rappelé l'avoir vu arpenter près de son comptoir, le visage sombre de colère. Alors que Claire discutait avec un collègue, Michael a sorti son arme et lui a tiré une balle dans l'arrière de la tête. Elle s'est effondrée instantanément. Ce que nous avons établi, c'est que 4 coups ont été tirés, puis un autre a été tiré dans le plafond, et ensuite il s'est tourné l'arme contre lui-même. Les clients horrifiés ont crié et se sont accroupis pour se mettre à l'abri, alors que Michael tirait 3 autres coups sur Claire avant de se tourner l'arme contre lui-même. Les témoins ont décrit l'horreur de voir le corps sans vie de Claire sur le sol du magasin, entouré de verres brisés et de l'écho persistant des coups de feu. Derrière ce meurtre choquant dans la rue commerçante la plus prestigieuse du Royaume-Uni se cache une histoire d'amour, d'obsession et d'un phénomène très moderne, le harcèlement. L'obsession de Michael avait privé Claire de son avenir et laissé ses proches anéantis. Malgré les signalements de Claire aux autorités et les conditions de libération sous caution de Michael, il a pu se procurer une arme à feu et échapper à la détection. L'échec à protéger Claire d'un harceleur connu a suscité l'indignation à travers le Royaume-Uni, entraînant des appels à des lois plus strictes sur le harcèlement et à un meilleur soutien pour les victimes. Quand ils m'ont raconté ce qui s'était passé, j'ai su que c'était Petch. Je savais juste, j'ai dit, c'est Petch. La mère de Claire, Patricia Bernal, est devenue une fervente défenseur des victimes de harcèlement, consacrant sa vie à sensibiliser et à pousser pour des réformes légales. Elle était si pleine de vie, se souvient Patricia, la voix brisée. Personne ne devrait endurer ce que Claire a vécu. J'ai découvert un autre monde dans lequel nous vivons et j'ai été protégée et j'ai protégé mes enfants. L'indignation publique après le meurtre de Claire a conduit à la création d'organisations comme Protection Against Stalking. Bien que la justice ne puisse pas ramener Claire, son histoire est devenue un catalyseur de changement, donnant de la force à d'innombrables victimes de harcèlement qui craignaient de ne pas avoir de voix. Notre prochain cas porte le harcèlement à un nouveau niveau.
Stephen Duxbury, un homme dont les actions ont transformé les pires craintes d'une jeune femme en une réalité terrifiante. Dans la mort suspecte d'une femme de 27 ans d'Orlando, le corps de Sasha. Samsidian a été trouvé samedi soir dans son appartement à Uptown Place. Aux premières heures du 17 octobre 2015, Sasha Samsidian, une jeune femme dynamique de 27 ans avec un avenir prometteur, a été retrouvée sans vie dans son appartement à Orlando. Sasha avait passé une soirée avec des amis avant que l'impensable ne se produise. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire s'est transformé en cauchemar. Lorsque Stephen Duxbury, un agent de sécurité de son complexe d'appartements, a utilisé sa position de confiance pour commettre un acte de violence inimaginable. Stephen Duxbury, un agent de sécurité, de 33 ans du complexe d'appartements, a exploité sa position pour cibler Sasha. Lorsque Sasha, légèrement ivre, a eu du mal à trouver ses clés pour entrer dans son appartement, Duxbury a proposé de l'aider. Ce qui semblait être un acte de gentillesse est rapidement devenu sinistre. Les images de surveillance ont capturé Sasha entrant dans le complexe avec Duxbury la suivant de près. Une image glaçante qui entrait plus tard les enquêteurs. En tant qu'agent de sécurité, il a utilisé son accès pour s'en prendre à quelqu'un de très vulnérable. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé à huis clos, mais les preuves ont raconté une histoire d'horreur. Duxbury a utilisé son badge-maître pour accéder à l'appartement de Sasha. Là, il a lancé une attaque brutale, l'étranglant dans une tentative désespérée de faire taire ses cris. Sasha s'est battue pour sa vie. Elle a griffé Duxbury et laissé des preuves ADN sous ses ongles, un témoignage silencieux de sa lutte. Ils ont commencé à rassembler des preuves à l'intérieur de l'appartement propre et bien rangé de Sasha Samsidian après avoir trouvé son corps sans vie dans son lit le 17 octobre. Le matin suivant, les amis de Sasha se sont inquiétés lorsqu'elle n'a pas répondu aux appels ou aux messages. Leurs craintes se sont transformées en dévastation lorsque son corps sans vie a été découvert dans son appartement, enveloppé dans une couverture. Les enquêteurs se sont rapidement concentrés sur Duxbury après avoir découvert des preuves accablantes, l'utilisation abusive du badge, des incohérences dans son alibi et l'ADN de Sasha trouvé sur lui. La communauté autrefois confiante envers leur personnel de sécurité a été laissée sous le choc et dans la peur. C'est le résultat d'une asphyxie et d'un type particulier d'asphyxie, la strangulation manuelle. Le procès était éprouvant. L'accusation a méticuleusement exposé les preuves, dressant un tableau glaçant d'un homme qui a trahi sa position de confiance pour ses désirs tordus. La famille et les amis de Sasha remplissaient la salle d'audience. Leur chagrin était palpable alors qu'ils revivaient les détails horrifiants de ces derniers moments. Duxbury, qui n'a montré aucun remords, a clamé son innocence et a tenté de rejeter la faute sur d'autres. Mais les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré pendant seulement 5 heures avant de le déclarer coupable de meurtre au premier degré, de tentative d'agression sexuelle et de cambriolage. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, garantissant qu'il ne ferait plus jamais de mal à une autre victime innocente. La mère de Sasha s'est tenue devant le tribunal, sa voix tremblante mais déterminée, décrivant le vide laissé dans leur vie. Les amis ont raconté la chaleur et l'ambition de Sasha, contrastant l'avenir brillant qu'elle avait avec l'obscurité de sa fin. L'attitude froide et détachée de Duxbury pendant ses témoignages a ajouté une couche supplémentaire de douleur pour ceux qui cherchaient à tourner la page. L'affaire a servi de rappel glaçant de la façon dont les prédateurs peuvent se cacher à la vue de tous, même sous le déguisement de la protection. L'image obsédante des derniers moments de Sasha et de sa lutte pour survivre a laissé une marque indélébile sur la communauté et au-delà. Mais si cette trahison de confiance vous a choqué, le cas suivant va encore plus loin. Martin Muniz, un homme qui s'en prenait à ceux qui lui étaient les plus proches. Je suis sérieux, je ne suis pas fou. Et vous pouvez aller à l'adresse que j'ai vérifiée. L'adresse est 3919 McCourt. Mais je veux que vous me menotiez d'abord. Cela a commencé comme une soirée ordinaire de janvier 2023 sur McCourt à Cleveland, où un quartier tranquille s'est transformé en cauchemar. 4 membres de la famille ont été brutalement abattus dans leur propre maison, et une fillette de 8 ans a été grièvement blessée, mais s'accroche à la vie. L'attaquant ? Un parent en qui ils avaient autrefois confiance, Martin Muniz. Ce massacre n'était pas aléatoire. C'était une éruption de violence calculée qui a choqué toute une communauté. La relation de Muniz avec sa famille avait toujours été tendue. Il se heurtait souvent à eux, à cause de vexations perçues et de tensions non résolues. Le 13 janvier 2023, Martin Muniz est arrivé à la maison familiale avec la vengeance en tête. Armé d'un pistolet, il s'en est d'abord pris à son père, le tirant à bout portant. Sa sœur, son petit ami et leur mère ont suivi, chacun abattu de sang-froid. Les personnes, encore une fois, vous avez dit qu'il a dit avoir tué. Sa sœur, elle s'appelle Anne Delic, le mari, Paune. 2 enfants. Alors que le chaos éclatait, Muniz a dirigé son attention vers le plus jeune membre de la famille, une fillette de 8 ans. Bien que grièvement blessée, elle a réussi à survivre à l'épreuve.
devenant le témoin clé de cette tragédie inimaginable. Muniz ne s'est pas enfui immédiatement. Au lieu de cela, il est sorti de la maison avec un calme glaçant, presque comme si rien ne s'était passé. La police a appréhendé Muniz plus tard dans la soirée, à quelques pâtés de maison de la Seine. Lors de l'interrogatoire, il n'a montré aucun remords, blâmant plutôt ses actions sur des troubles internes et des rancunes familiales de longue date. Les enquêteurs ont rapidement reconstitué la séquence des événements en utilisant des preuves médico-légales, des déclarations de témoins et le témoignage de la fillette survivante. 2 a eu de la chance et a survécu. Le casier judiciaire de Muniz montrait un passé sombre, y compris un lien avec un meurtre non résolu de 2013 dans le New Jersey. Cette révélation a dressé un portrait plus clair d'un homme au passé violent, dont la rage avait maintenant débordé en un massacre. Sa propre confession a scellé son sort, car il a admis avoir appuyé sur la gâchette dans un moment de colère incontrôlable. Au tribunal, les détails du crime ont stupéfié même les procureurs chevronnés. La défense de Muniz a tenté de plaider une responsabilité diminuée, invoquant une instabilité mentale. Mais le jury n'était pas convaincu. Le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation de meurtre, tentative de meurtre et de multiples charges connexes. Muniz a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, une peine que certains membres de la famille jugeaient encore trop clémente pour les horreurs qu'il a infligées. La famille est maintenant venue du monde entier pour dire adieu et être présente, alors que la petite Iana, âgée de 8 ans, continue de se battre. Les membres de la famille des victimes ont exprimé leur chagrin et leur colère, un parent qualifiant Muniz de monstre déguisé. La survivante de 8 ans, maintenant en thérapie, fait face à une vie de traumatisme, hantée par les souvenirs de cette nuit-là. Le suspect semblait presque sourire lorsque le procureur a mentionné ses victimes. Muniz, quant à lui, est resté impassible, son absence de remords alimentant encore plus l'angoisse de ceux qui restent. À l'extérieur du tribunal, voisins et amis ont allumé des bougies et organisé des veillées pour la famille assassinée, luttant avec la réalité qu'un tel mal avait vécu parmi eux. Cette affaire a laissé une cicatrice indélébile sur la communauté, un rappel glaçant de la profondeur de la trahison. Le cas suivant porte le harcèlement à un tout autre niveau. Joshua Stimson n'a pas seulement pris une vie. Son comportement calculé et obsessionnel a révélé un prédateur terrifiant qui n'a reculé devant rien pour contrôler sa victime. Joshua Stimson est devenu de plus en plus menaçant après que Molly a mis fin à leur relation lorsqu'il s'est présenté à sa salle de sport ce jour-là. Molly McLaren était une jeune femme brillante et ambitieuse de 23 ans, avec tout son avenir devant elle. Elle aimait le fitness, poursuivait un diplôme en santé et nutrition, et illuminait la vie de tous ceux qui l'entouraient. Mais sous la surface de sa vie heureuse se cachait une ombre sombre. Joshua Stimson, un homme qui est passé d'une connaissance charmante à un harceleur implacable. Leur rencontre sur Tinder semblait inoffensive au début, mais elle s'est transformée en un cauchemar qui s'est terminé par une tragédie inimaginable. Molly et Joshua ont commencé à sortir ensemble en novembre 2016, mais la relation s'est rapidement dégradée. Stimson affichait un comportement obsessionnel et contrôlant, la bombardant de messages, surveillant ses réseaux sociaux et réagissant avec colère lorsque les choses n'allaient pas dans son sens. Molly a mis fin à la relation en juin 2017, mais Stimson a refusé d'accepter sa décision. Il s'est très rapidement transformé en un personnage très méchant et manipulateur. Elle était bouleversée chaque jour. Son harcèlement a rapidement escaladé. Il a commencé à laisser des messages cryptiques sur Facebook, mentionnant Molly par son nom et insinuant qu'elle était volage. Il la suivait également dans des lieux publics, y compris à sa salle de sport, où les caméras de surveillance l'ont ensuite révélé en train de la surveiller à chaque mouvement. Malgré les tentatives de Molly pour couper les ponts, et même après avoir signalé Stimson à la police, il a continué à se fixer sur elle, transformant sa vie en un état constant de peur et d'anxiété. Lorsque les caméras de surveillance ont capturé Stimson suivant Molly jusqu'à une salle de sport dans la zone portuaire de Chatham, il était déjà coupable de la harceler. Le 29 juin 2017, Molly a décidé de s'entraîner à la salle de sport à Chatham, dans le Kent, espérant retrouver un semblant de normalité. À son insu, Stimson l'attendait dans le parking, ayant méticuleusement planifié son attaque. Les caméras de surveillance ont capturé son comportement glaçant alors qu'il la suivait à l'intérieur, restant proche mais gardant ses distances, un prédateur traquant sa proie. Lorsque Molly a quitté la salle de sport et est montée dans sa voiture, Stimson a frappé. Armé d'un couteau qu'il avait acheté quelques jours plus tôt, il s'est introduit de force dans son véhicule et a commencé une attaque vicieuse. Molly s'est battue désespérément pour s'échapper, mais la rage de Stimson était implacable. Lorsque les services d'urgence sont arrivés, Molly avait succombé à ses blessures. Elle avait été poignardée plus de 75 fois. Stimson a été arrêté sur les lieux, ensanglanté et impénitent. Lors de son procès, l'accusation a présenté une montagne de preuves démontrant son intention calculée, de ses comportements de traque à l'achat de l'arme du crime.
La défense de Stimson a plaidé une responsabilité diminuée, invoquant une instabilité mentale, mais le jury a rejeté cela catégoriquement. Stimson a affirmé qu'il souffrait d'une condition mentale, mais le jury a déclaré qu'il s'agissait d'un meurtre. En février 2018, Joshua Stimson a été reconnu coupable du meurtre de Molly et condamné à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 26 ans. Le juge a décrit ses actions comme une attaque brutale et soutenue, motivée par un besoin de contrôle et de vengeance. Au début, nous étions tous les deux vraiment forts, et là l'un pour l'autre. Mais maintenant, Doug semble être seul. La famille et les amis de Molly ont partagé des histoires d'une jeune femme pleine de vie, emportée trop tôt. Leur chagrin était palpable, alors qu'ils faisaient face à l'homme responsable. L'une des associations caritatives impliquées a dit « C'est une catastrophe en attente de se produire ». Mais elle n'attend pas de se produire, elle s'est produite. Stimson n'a montré aucun remords. Son comportement froid n'a fait qu'approfondir la douleur de ceux qui pleurent à la perte de Molly. Certains crimes nous hantent pour toujours, et les meurtriers dans cette vidéo prouvent à quel point ils pouvaient être froids et impitoyables. Mais ce n'est que le début. Des affaires encore plus choquantes. Des réactions encore plus glaçantes dans la prochaine vidéo à l'écran maintenant.